Bonjour, ceci est donc notre 7e leçon de philosophie de la nature qui portera toujours sur les rappels de logique, mais ce sera la fin de ces rappels. Nous allons parler de la science, nous allons terminer ce que nous avons à dire sur ce sujet, et ensuite nous aborderons la question des rapports entre philosophie et science, et c'en sera assez pour les rappels. La prochaine fois, donc, dans la leçon 8, nous aborderons la philosophie de la nature proprement dite. Qu'est-ce que nous avons encore à dire sur la science? Après l'avoir définie, dans une définition qui ne se veut pas extraordinairement précise ni élaborée, nous sommes ici que dans des rappels. Donc, nous avons défini la science la dernière fois, nous avons dit ce qu'elle était, son sens le plus large que nous laissons de côté, c'est-à-dire le savoir, son sens moins large, mais large tout de même, celui qui est reçu comme, pour dire d'un mot, savoir organisé et systématique, certain, et puis son sens le plus strict, aristotélicien du terme, qu'on a déjà dit. Voilà ce que c'est que la science, nous l'avons définie de la sorte, mais il nous reste à la diviser, c'est-à-dire à la classifier, à voir quelles sont les sortes de sciences qui peuvent être envisagées. Il y a de nombreuses façons de classifier les sciences, et il n'est pas sûr que quelqu'un ait trouvé une façon meilleure de classer les sciences que saint Thomas d'Aquin, fidèle en cela à la philosophie d'Aristote. Saint Thomas d'Aquin distingue les sciences selon le rapport, l'aspect sous lequel elles envisagent leur objet, ce qu'elles regardent en lui précisément. Un même objet, une même réalité matérielle de l'univers peut être étudiée par plusieurs sciences de façon différente. La même réalité, considérons ne serait-ce qu'un matériau quelconque, du calcaire, eh bien, le calcaire pourra être étudié en géologie et il pourra être étudié aussi en chimie. L'homme pourra être envisagé en psychologie expérimentale, en anthropologie, en ethnologie, et il pourra être aussi envisagé en anatomie. C'est donc la façon dont une science aborde son objet, ce qu'elle regarde dans l'objet matériel, ce comme on dit, va formellement son regard, ce vers quoi va formellement son regard qui va la définir, et les sciences vont se distinguer selon cette façon qu'elles ont d'approcher, de concevoir leur objet. Concevoir. Cela nous rappelle peut-être la première des instructions de cette série dans laquelle nous parlions de la simple appréhension, de la conception, et nous rappelions que la conception, l'intellection des natures universelles par le biais du concept, ne peut se faire qu'en faisant une certaine abstraction. Comme les réalités de notre univers sont toutes individuelles, pour pouvoir appréhender ce qu'il y a en elles d'universel, il faut faire abstraction de ce qu'il y a d'individuel. L'abstraction, et ce grâce à quoi la conception par l'intelligence humaine est rendue possible. C'est cette réalité de la façon qu'a l'homme de penser que par saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il s'agit de distinguer les sciences, il dit qu'il faut les distinguer selon la façon dont elles font abstraction du reste, selon le reste dont elles font abstraction. Et la façon dont elles vont faire abstraction, ce dont elles vont faire abstraction, dira ce qu'elles envisagent dans les objets de l'univers qu'elles étudient. La nature de l'abstraction que fait une science est, pour saint Thomas d'Aquin, le fondement qui permet de la distinguer avec les autres sciences, c'est-à-dire ce qui permet de dire formellement ce qu'elle cherche, finalement, dans les objets qu'elle envisage. Il va ainsi distinguer 3 degrés d'abstraction que nous dirons sommairement, ils ont été bien expliqués par saint Thomas d'Aquin, très bien formulés par Jacques Maritain dans un ouvrage rédigé en français, mais passons. Et saint Thomas d'Aquin donc va distinguer 3 degrés d'abstraction, le premier, le deuxième, le troisième. Le premier est celui dans lequel l'intelligence ne tient pas compte de ce qu'il y a d'individuel dans la matière. C'est le domaine de la philosophie de la nature. Elle envisage les objets matériels
Elle envisage bien la matière en eux, mais elle n'envisage pas ce que la matière peut avoir d'individuel de l'un à l'autre. Elle n'envisage pas les individus comme tels et leur contingence. Cela va de soi, nous avons déjà rappelé précédemment qu'une vraie science ne peut s'occuper que d'universel. En ce premier degré, donc la philosophie de la nature, c'est-à-dire précisément ce qui nous occupe aujourd'hui. C'est une science. On en sera peut-être surpris, mais cette surprise sera précisément évoquée et éclaircie dans la deuxième partie du montage présent. Au deuxième degré d'abstraction, l'intelligence fait abstraction non seulement de ce que la matière peut avoir d'individuel, mais elle fait aussi abstraction de tout un tas de caractères de la matière pour n'envisager que la quantité des choses matérielles. Elle fait donc abstraction de certaines propriétés sensibles de la matière commune. Elle n'envisage que la quantité. On dira, mais la quantité, seuls les objets matériels ont de la quantité. Comment peut-on faire abstraction de la matière en n'envisageant que la quantité? C'est que la quantité est une propriété de la matière, mais elle peut être envisagée, abstraction faite de la matière. Lorsque, par exemple, en mathématiques, puisque c'est, vous l'avez deviné, le niveau, ce deuxième degré d'abstraction dans lequel se situe la mathématique, les mathématiques. Si l'on prend donc les mathématiques, eh bien lorsqu'on dit 4 fois 7 égale 28, c'est d'ailleurs une définition de 28, à vrai dire, ça n'est pas un théorème ni un axiome, eh bien lorsqu'on dit 4 fois 7 égale 28, quoique 28 puisse se définir aussi comme 27 plus 1, mais passons. Lorsqu'on dit 4 fois 7 égale 28, on ne précise pas de quelle matière il s'agit. C'est 4. 4, 7. Ça peut être 7 voitures, ça peut être 4 laitues, comme on voudra. Il en est de même de la géométrie. Lorsqu'on étudie le rond, la sphère, on étudie bien la quantité, mais on n'envisage pas de quelle matière il s'agit. On fait abstraction même de la matière. La matière n'est pas considérée, mais seulement sa propriété, qu'elle est étendue, en l'occurrence. Donc, dans ce deuxième degré, trône les mathématiques et seulement les mathématiques. Et enfin, au tout premier niveau, on n'envisage plus les objets matériels en tant que tels, on n'envisage plus comme au premier degré les êtres matériels, abstraction faite de leur individualité pour regarder que ce qu'il n'y a que de commun, on n'envisage plus la quantité, qui est quand même le propre des êtres matériels, mais on n'envisage plus que l'être en tant que tel. Et là, on est dans la métaphysique qui aborde l'être en tant qu'il est être, et cela vaut des êtres matériels et des êtres qui ne sont pas matériels. En plaçant au premier et au troisième degré des degrés d'abstraction, en plaçant au premier et au troisième degré d'abstraction la métaphysique d'abord et la philosophie de la nature ensuite, j'ai dit que la philosophie faisait partie des sciences. Et ça pose question aujourd'hui. Alors nous allons aborder cette question un peu plus loin. Mais retenons d'ores et déjà que c'est ainsi que nous classifions les sciences en général. Il y a beaucoup d'autres sciences, bien sûr, que ces deux philosophies, que sont la métaphysique en haut, la philosophie de la nature ou cosmologie en bas, et au milieu les mathématiques, qui ne sont certes pas une philosophie. Eh bien, toutes les autres vont se ranger plus ou moins dans ces degrés, un peu plus bas, un peu plus haut, entre l'un et l'autre. Et arriver à les placer avec exactitude est un exercice délicat, mais intéressant, qui regarde plutôt l'épistémologie. Alors, ayant ainsi classifié les sciences selon 3 degrés d'abstraction, donné plutôt le principe de cette division, nous pouvons passer à la deuxième partie de l'entretien d'aujourd'hui. Et cette deuxième partie va porter sur le rapport entre science et philosophie.
dire comme ça vient d'être fait, que la philosophie a le droit d'être envisagée comme science parce qu'elle l'est en effet, eh bien cela peut heurter de nombreux esprits aujourd'hui, tout spécialement ceux qui ont fait les études du cycle secondaire et celles du cycle supérieur, parce que on ne sache pas que dans ces études-là, dans la formation donnée, au niveau des lycées, au niveau des universités, des grandes écoles, des classes préparatoires, où l'on enseigne souvent des matières scientifiques en abondance, eh bien on ne sache pas qu'on ait présenté la philosophie comme une science. Or, si aujourd'hui la philosophie n'est pas présentée comme une science, mais on distingue bien d'un côté la philosophie, de l'autre les sciences, il n'en a pas été de même dans l'histoire, dans l'Antiquité, que la philosophie fût une science ne posait pas question, c'était une évidence pour tous. Elle était même la science suprême, rectrice, fondement des autres sciences, des autres domaines du savoir. Et la chose a été vraie également dans le haut Moyen Âge, dans le bas Moyen Âge. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que les choses changent. Et puis, c'est à peu près à cette époque-là que, tout doucement, la philosophie a cessé d'avoir son rôle de reine des domaines du savoir naturel, j'accepte bien sûr la théologie dans les pays catholiques. La philosophie donc a cessé d'avoir son rôle de reine du savoir dans l'ordre naturel. Elle a été mise un peu à l'écart. Et aujourd'hui, pour les étudiants, pour ceux qui passent à leur baccalauréat déjà, il ne paraît pas du tout évident que la philosophie soit une science. C'est une sorte de savoir livresque qui fait partie de la culture, certes, qui peut intéresser plus ou moins, mais on n'a pas l'idée de l'appeler science. Ça vient du XVIIe siècle, et que s'est-il passé? Dans un premier aperçu, spontanément, on pourrait penser que si la philosophie n'est guère plus considérée comme elle le fut jadis comme une science, c'est parce que les philosophes se sont trop disputés. Ils se disputaient déjà dès l'Antiquité, dès le 5e, 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Même Aristote n'était pas tendre envers ses contemporains ou ses prédécesseurs parfois. Ils se sont disputés au Moyen Âge, ils se sont disputés au XVIIe siècle, au XVIe siècle, et après, voilà, ce qui a fait que on s'est dit que la science nécessitait un certain consensus et que les sciences elles-mêmes, dans toute leur universalité, pouvaient prétendre à ce consensus, même l'histoire, et qu'au contraire, la philosophie était le domaine des disputes. Alors, si tel était le cas, on était finalement certain de pas grand-chose en philosophie. Du coup, elle doit être écartée des sciences. La science, c'est la certitude, le consensus, l'accord général, l'indiscutable, et la philosophie, ce ne sont que des discussions finalement. Ça n'est pourtant pas la raison pour laquelle la philosophie a été mise à l'écart et qu'elle n'est plus considérée comme une science. La raison fondamentale est tout autre. Elle est liée au grand progrès scientifique qui a vu le jour à partir du XVIIe siècle. Il est vrai que, et c'est un peu par nature que les choses en sont ainsi dans la science, il y a une sorte de collaboration qui fait que leur progrès, surtout lorsqu'il est facilité par les échanges internationaux, a un caractère qui ressemble à l'exponentialité. Par nature, la science progresse vite, et plus elle progresse, plus vite elle progresse. C'est donc à partir de ce progrès de la science qu'est venue l'exclusion de la philosophie. Pourquoi? Eh bien parce que la science qui a voulu transformer les choses, comme dit Descartes, rendre l'homme maître et possesseur de la nature, la science s'est contentée, à partir du XVIIe siècle, de certains objectifs qui étaient bien plus étroits que par le passé. Alors que par le passé, la science avait pour but d'envisager toutes les explications possibles des choses, les causes, les explications, les principes, ce qu'en logique on range dans le moyen terme. Eh bien, à partir de cette époque, l'époque classique,
à la suite surtout des travaux et des idées de Newton, Bacon, on a considéré que la science ne devait plus chercher n'importe quel principe, qu'elle ne devait plus envisager les causes profondes des choses, à connaître la substance, la finalité, le pourquoi réel des choses. Eh bien, ça ne pouvait plus correspondre à son but, mais elle devait se contenter des faits, des phénomènes, des lois qui régissent les rapports entre phénomènes, de la quantification de ces lois, et voilà tout. Auguste Comte, un philosophe positiviste du XIXe siècle, a développé toute une théorie qui a vécu, presque vécu, parce qu'il y a encore des positivistes aujourd'hui, même dans la capitale de France, Paris. Et donc Auguste Comte a considéré que l'humanité était passée par 3 âges successifs, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, que l'enfance fut le temps de l'explication par les choses divines, âge théologique, que l'adolescence ou la jeunesse fut l'époque de l'explication par la philosophie, et puis que nous en sommes venus à l'âge adulte, qui explique les choses par les sciences, sous-entendu la philosophie en est exclue. Il a un texte assez fameux que l'on trouve dans un de ses ouvrages, à savoir le discours sur l'esprit positif, qui a été édité chez Vrin en 2003. Vous pouvez aller voir, page 65 à 67. Il dit, je cite, qu'il faut désormais, dans cette époque où nous sommes sortis de l'enfance, où l'humanité est passée à la virilité, il faut substituer partout à l'inaccessible détermination des causes proprement dites la simple recherche des lois, c'est-à-dire des relations constantes qui existent entre les phénomènes observés. Qu'il s'agisse, suite de la citation, des moindres ou des plus sublimes effets de choc et de pesanteur, comme de pensée et de moralité, vous voyez, j'ouvre une parenthèse, qu'il embrasse vraiment toutes les sciences, hormis la philosophie, je ferme la parenthèse, qu'ils agissent donc des moindres ou des plus sublimes effets, nous n'y pouvons vraiment connaître que les diverses liaisons mutuelles propres à leur accomplissement, sans jamais pénétrer le mystère de leur production. Il ajoute dans le même passage qu'il relègue dans le domaine de l'imaginaire, du mystère et finalement de l'enfance, ce qui est l'objet propre de la philosophie et des sciences les plus hautes, c'est-à-dire la quête non seulement des lois et des rapports quantitatifs qui permettent de vivre, d'envoyer des fusées dans l'espace aujourd'hui, mais qui permettent de connaître les vrais principes des choses, les principes intrinsèques et extrinsèques, la constitution des choses, leur finalité, leur cause efficiente, leur cause productrice, comme on voudra. Ça, c'est la pensée d'Auguste Comte, mais il est vrai qu'elle l'a vaincu. Et les sciences, donc, ayant restreint leur objet, ayant décidé, vraiment à partir de ce XVIIe siècle, de cette époque de Descartes et de Newton, et surtout Newton, ayant vraiment décidé de mettre de côté les recherches portant sur ce qu'on appelait jadis les causes, c'est-à-dire les principes profonds des choses, eh bien, la philosophie de ce fait était mise à l'écart des sciences. Si on change la définition du mot science, qu'on lui donne un sens plus étroit, fatalement, la philosophie y perd, elle ne prétend plus à être science. Et du coup, elle perd aussi son empire sur les autres sciences, empire qui ne ressemblait en rien à une tyrannie, mais qui était, on ne peut plus justifier. Alors finalement, la philosophie, n'étant plus une science, perd tous les avantages de la science. Saint Thomas d'Aquin, dans le début de sa Somme théologique, explique que la théologie est à la fois une sagesse et une science. Il en est de même de la philosophie, qui est à la fois une science et une sagesse. Et le rapport entre science et sagesse en philosophie est analogue à ce rapport que Pascal exprime très bien entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. En tout cas, la science, donc, ayant exclu, la science moderne, ayant exclu de son amitié la philosophie n'est devenue plus qu'un forum libre où des théories s'affrontent, se confrontent, se discutent. Elles sont toutes admissibles pourvu qu'elles n'excluent aucune d'entre elles, qu'elles s'autorisent les unes les autres, et qu'elles ne prétendent pas vraiment à la vérité, encore que sur ce dernier point, on soit plus libéral en quelque sorte. Oui, aujourd'hui, la philosophie est devenue une histoire de la philosophie. Ceux qui ont étudié en terminale la philosophie savent que
dans les lycées, les professeurs qui préparent au baccalauréat, ou ce qu'il en reste, ou ce qu'il en restera encore, eh bien, présentent la philosophie comme un rang de thèmes, ceux qui sont au programme, et thème après thème, eh bien, on développe le thème en montrant ce qu'en ont dit divers philosophes. Et à la fin de chaque chapitre, on n'a pas l'esprit structuré, on ne sait guère ce que les choses sont, on s'est évadé d'une vieille tradition philosophique qui était même celle d'un Emmanuel Kant à Königsberg lorsqu'il enseignait. C'était un professeur très apprécié, même si sa pensée est extraordinairement dangereuse et fausse au fond. Il faut être audacieux pour le dire, mais il a fallu être encore plus audacieux pour avancer ce qu'il a avancé. Et donc, même si sa philosophie est irrecevable, disons-le d'un mot, Emmanuel Kant, en revanche, était un excellent professeur. Il était apprécié, mais qu'est-ce qu'il enseignait? En gros, c'était le kantisme. Aujourd'hui, dans les études, en particulier, bien sûr, dans la préparation du bac, mais après, on enseigne l'histoire de la philosophie. Alors, les étudiants finissent avec quelques couleurs de relativisme dans leur intelligence, et cela ne leur donne pas forcément le goût de la philosophie qui recherche effectivement la science. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de désaccords en philosophie qu'elle n'a pas le droit de prétendre à être une véritable science, avec sa certitude propre, ses méthodes propres, qui ne sont pas celles des mathématiques, certes, mais qui sont vraiment scientifiques. Alors nous récusons, évidemment, il faut récuser, non seulement parce que Aristote l'aurait fait, ou saint Thomas d'Aquin, mais parce que c'est juste, et c'est vrai, et c'est bon, et c'est utile. Il faut récuser cette nouvelle façon d'envisager les sciences qui restreint leur objet, comme si la recherche de la quantité ou des lois était finalement l'ABC, l'alpha et l'oméga de la science. Non, c'est beaucoup plus large que ça, la science. La science, même celle qui recherche la déduction, elle peut envisager les principes les plus hauts, elle peut chercher les sommets. Nous donc gardons à la philosophie son rang de science, quelle qu'elle soit. À la fin du XIXe siècle, il faut reconnaître la dette immense qu'a l'Église catholique et toute l'école thomiste au pape Léon XIII, qui a suscité un retour au thomisme authentique, tant en philosophie qu'en théologie, non seulement dans les écoles euh, catholiques, les universités catholiques, mais évidemment dans les séminaires. Et dans son encyclique Eterni Patris, il recommande vivement la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Et dans son sillage s'est levé ce qu'on appelait le néo-thomiste, une sorte d'école, de courant qui a voulu réconcilier, pour ainsi dire, les sciences modernes avec la philosophie et relire la philosophie, redire plutôt la philosophie traditionnelle thomiste à la lumière de l'époque moderne. Elle n'a pas voulu du tout moderniser le thomisme. Je pense qu'on ne peut pas dire ça, même si le néo-thomisme d'un cardinal Mercier, par exemple, ou d'un Nice en philosophie de la nature est très discuté. Il reste que l'effort était louable et il y a des travaux intéressants qui ont été faits. Retenons-en surtout de cette tendance qu'il a voulu ressusciter la philosophie comme science, réhabiliter la philosophie comme science. Il avait bien raison. La philosophie est une science, c'est la plus belle des sciences, même si elle n'est pas toujours la plus facile. Ceci termine nos rappels de logique. Merci d'avoir écouté cela jusqu'au bout. Et donc, la prochaine fois, avec la leçon 8, nous entrerons en philosophie de la nature. À bientôt, j'espère, et que Dieu nous bénisse.